tous, merci de venir assister au dernier débat 2014 de Café Babel. Alors je vais commencer je vais prendre une petite minute pour vous expliquer, vous présenter rapidement un peu le travail de cafébabel.com. Donc nous sommes un magazine européen en ligne qui est basé sur le journalisme participatif et qui est publié en 6 langues. Café Babel vit à travers donc les équipes de babéliens, photographes, traducteurs et journalistes qui sont présents dans les différentes antennes locales dans tous les États membres de l'Union européenne. Et nous nous sommes penchés maintenant sur la problématique de l'accès des jeunes à l'emploi à travers la rédaction d'articles, de vidéos, mais aussi de romans photos, donc depuis plusieurs années. Et c'est ce travail de recherche qui a permis d'aboutir aujourd'hui à l'organisation de ce débat. À travers une couverture éditoriale et des débats qui sont toujours axés autour des enjeux européens, Café Babel veut contribuer à l'émergence d'une opinion publique européenne. C'est un média participatif créé par les jeunes pour les jeunes. Alors le sujet qui nous intéresse le plus ce soir est donc l'accès à l'emploi de la jeunesse européenne, qui est donc la première victime de la crise, mais aussi des mesures d'austérité, avec un taux de chômage qui ne cesse de grimper pour atteindre dans certains États membres comme la Grèce 60% de taux de chômage chez les jeunes. Malgré de nombreux effets d'annonce, il semble difficile de faire ressortir une politique concrète d'aide à l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Le dernier sommet européen pour l'emploi des jeunes du 8 octobre en a été l'illustration parfaite en ouvrant le débat sur les problèmes structurels de la dette, de la zone euro et de l'austérité, évitant ainsi de travailler à un vrai plan pour la jeunesse. C'est pourquoi nous avons voulu axer ce soir le débat autour de la question de la nécessité d'une prise de conscience de la jeunesse européenne des intérêts communs qu'elle veut défendre. Conditions de stage difficiles et précaires, accès à l'emploi sont des réalités qui touchent une grande partie de la jeunesse européenne. La question est donc maintenant de s'organiser afin de pouvoir défendre des revendications communes, mais surtout de pouvoir peser dans le processus décisionnel européen. La jeunesse doit en effet être un acteur central et actif de la réflexion autour d'une réelle transformation du marché de travail et de ses conditions d'accès. Alors pour le panel numéro 1, nous allons essayer de répondre à la question, essayer d'analyser les réponses européennes à la problématique de l'emploi des jeunes. On se rend compte que face à ces constats, l'initiative la plus conséquente a en fait été la garantie jeunesse de 6 milliards d'euros qui a été proposée par le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 et concrétisée par la Commission Barroso en mars 2013. Cette garantie est censée proposer aux jeunes de moins de 25 ans une offre de stage, d'emploi ou de formation, mais elle illustre cependant un manque d'ambition en matière de politique européenne pour la jeunesse et peine à se concrétiser sur le terrain. Alors Madame Dely, je vais vous passer la parole. Vous disiez, en parlant de la nouvelle génération européenne, qu'il y a urgence, qu'une génération tout entière est sacrifiée sur l'autel de l'austérité. Près de 14 millions de jeunes de moins de 30 ans en Europe ne sont ni dans l'emploi ni dans la formation. La Commission doit agir pour mettre fin à l'exploitation cynique des jeunes actifs qui enchaînent des contrats de courte durée déguisés en stage. Vous défendez également la mise en place de règles strictes pour encadrer les stages ainsi que celle d'un revenu d'autonomie. Lors d'une de vos interventions au Parlement européen concernant la garantie jeunesse, vous disiez « osons, il faut oser et aller plus loin ». Alors ma première question, ça va être dans le contexte d'une nouvelle commission et d'un nouveau Parlement européen. Peut-on oser aujourd'hui aller vers une harmonisation des conditions de travail et des droits sociaux des jeunes au niveau européen et comment ? Bonjour. Voilà. 1, 2. Voilà, ça marche. Bonjour. Merci pour votre invitation. Moi, je suis très contente qu'on parle de la jeunesse européenne parce que je vous le dis, vous êtes tous assis, donc moi je ne vais pas vous faire de langue de bois, c'est pas ma tasse de thé. La question de la jeunesse n'est toujours pas une priorité dans l'échiquier et dans l'agenda européen. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai été élue en 2009 et avec mon groupe, les écolos, on a dit c'est ça qu'il faut faire, la priorité, notamment sur la question du chômage des jeunes. En 2009, on a réussi à avoir le rapport sur le dispositif qu'on a inventé, c'est-à-dire la garantie jeunesse. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est 5 ans après, il y a certains États qui l'ont toujours pas mis en œuvre. Ou alors il y en a qui le détournent de sa valeur même, qui est la valeur, qui est l'outil, la garantie jeunesse. Pourquoi c'est pas une priorité ? En Europe, on attend les catastrophes pour dire ah oui, il est grand temps de réagir. En 2009, on pouvait déjà assurer le fait qu'il fallait faire la priorité de la jeunesse un angle d'attaque. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 2009, la grande priorité de l'ensemble des États, c'était quoi ? Les banques et la question de la dette. Il fallait régler ces deux questions. Comme si on n'était pas capable de régler une vraie question
d'actualité, c'est-à-dire le sort de cette génération qui aujourd'hui se sent complètement perdue. Alors elle se définit elle-même, perdue, génération précaire, une génération Y maintenant, etc., etc. Alors moi je suis d'une nature qui, j'ai été élue un peu par hasard en 2009, parce que moi j'ai monté énormément de collectifs. Notamment en France, on a créé un collectif qui s'appelle Génération Précaire, qui lutte contre notamment les stages. On n'est pas contre les stages, on dit il faut les encadrer de façon à ce que notamment les employeurs ne considèrent pas la jeunesse comme une variable d'ajustement dans le monde du travail. Et on voit bien qu'en France, par exemple, il y a 1,2 million de stagiaires qui n'étaient pas rémunérés. Et aucun parti politique, aucun syndicat ne s'intéressait à cet angle-là, notamment la question de la jeunesse et de le titre des stagiaires. Et ben nous, on s'est organisé en tant que jeunes, on a dit on crée un collectif et on veut que dans le débat public, la question des stagiaires soit une question prenante. Et à partir de là, ce collectif a mis dans le débat public la question des stages et on a révélé le fait qu'en France et dans d'autres pays européens, oui, il y a des jeunes qui cumulent environ 10 stages avant d'avoir un CDD. Est-ce que c'est normal? Vous allez me dire non. On ne traite pas la jeunesse de cette manière. Donc, on a créé ce dispositif de la garantie jeunesse. On s'est battu pour dire il faut qu'il soit appliqué, et il faut aussi des financements à la hauteur. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de dette. Mais de quelle dette? La dette, c'est comme le cholestérol. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Et investir dans la jeunesse, c'est de la bonne dette. Et c'est maintenant qu'il faut réellement investir. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les secteurs, notamment tremplin pour création d'emplois, on les connaît. La jeunesse est en train de créer, et on est en train de créer le 21e siècle. Le 20e siècle est en train de s'effondrer. On sait quels sont les défis. Moi, je suis écolo, je peux vous le dire. Les défis, ils sont aujourd'hui numériques et ils sont dans la transition écolo et dans la transition énergétique. C'est là les métiers de demain. Donc c'est là où il faut investir. Et en même temps, moi, je suis pas du tout fataliste parce que la jeunesse, elle est déjà en mouvement. Elle n'attend pas qu'on la pousse pour créer, pour innover. Et dans tous les secteurs, elle est là, elle est présente. Maintenant, comment on fait une harmonisation? Le problème, c'est quand on parle d'Europe sociale, tout le monde, dans tous les programmes, même les syndicats, tout le monde dira « on est tous pour l'Europe sociale ». Tout le monde dira ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre une harmonisation sociale? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est pieds et mains liés par les traités. Parce que les sujets sociaux, en règle générale, il faudrait réouvrir notamment une vraie discussion sur un traité de l'Europe sociale. Puisque quand on parle de social, c'est de la subsidiarité. Et donc, par rapport à ça, on a vu que l'urgence, en 2009, ils ont attendu quand même 2013 pour dire la garantie jeunesse, on va quand même la mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que la Grèce avait atteint malheureusement le chiffre de 60%. 60% des moins de 30 ans étaient au chômage. Et sont encore au chômage. Et donc là, ils se sont dit, 60, ça fait quand même beaucoup. Donc ils ont activé notamment la garantie jeunesse. La garantie jeunesse est un outil, elle ne réglera pas dans son ensemble la question du chômage des jeunes. Pour régler la question du chômage des jeunes, il faut régler la question du chômage en général. Pour ça, il faut taper là où demain il y a de la création d'emplois. Donc moi je dis, il faut investir dans les secteurs d'avenir, transition écolo, ce qu'on appelle les green jobs. Il faut investir dans l'innovation, dans la recherche, mais aussi dans les services publics. Pourquoi je dis la question des services publics? Parce que s'il y a une nouvelle génération, il y a aussi nos aînés. Et nos aînés, il faut aussi les protéger. Et ce que moi j'appelle la création des emplois blancs. Les emplois blancs, c'est tous les secteurs, notamment d'aide, l'accompagnement des personnes âgées, de nos aînés, etc. Parce qu'il faut aussi faire attention à eux pour pas créer un conflit générationnel. Ensuite, il y a du courage politique. Moi, je suis pour la réduction du temps de travail, qui est une vraie question, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen sur, notamment, il y a une directive du temps de travail, mais est-ce qu'on va tendre sur une réduction du temps de travail? Tous les chiffres le montrent, lorsqu'on réduit le temps de travail, on permet à d'autres
d'avoir un travail. On partage le temps de travail parce que de toute manière, nos vies ne sont pas faites, je suis désolée de vous le dire, mais ne sont pas faites à faire que travailler. Et ensuite, il y a tous des secteurs qui ne sont absolument pas reconnus dans notre économie. C'est ce que j'appelle notamment les indicateurs plus. Quand vous faites du volontariat, quand vous faites du bénévolat, vous travaillez pour la société, et toute cette énergie-là n'est pas comptée dans ce qu'on appelle le PIB, alors que ce sont des richesses incroyables. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour tendre à l'harmonisation réelle ? Il faut du courage politique. Moi je le dis, ce sont des parlementaires qui font la loi, c'est une commission qui donne un cap, et ce sont des chefs d'État qui prennent des décisions. La première chose, il faut régler la question qui est urgente, et je le dis de manière très tranquille, mais c'est vraiment là le nerf de la guerre, c'est la question de la pauvreté. En Europe, il y a 125 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et quand vous regardez le taux chez les jeunes, ça explose d'année en année. Ça veut dire que les inégalités sociales explosent. Donc il faut faire quelque chose, moi je le dis, il est grand temps aujourd'hui de mettre en œuvre un réel revenu minimum d'existence. C'est pas parce que vous avez un revenu minimum d'existence que vous n'allez pas travailler et que vous n'allez pas chercher un travail. Bien au contraire, c'est une sécurité qui vous permet de pas tomber dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, dans des cas de pauvreté, ne peuvent ni se loger, ni penser à leur avenir, donc n'ont pas ce dynamisme pour aller chercher un travail, etc. Ça, c'est la preuve. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire plus de collaboration, notamment européenne. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes pratiques. Il y a plein de jeunes qui font des projets incroyables. Il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Les jeunes, ils sont pleins d'énergie, etc. Mais qu'est-ce qu'on nous donne à voir, en général ? On nous dit toujours, oh là là, les indicateurs, l'alarme, c'est toujours très noir, etc. À un moment, il faut aussi montrer à d'autres jeunes des secteurs ou des initiatives qui fonctionnent. Donc l'échange de bonnes pratiques, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je le dis, sur la question des stagiaires, au niveau européen, on a réussi à arracher une charte européenne. Une charte européenne, c'est pas contraignant. C'est sur un principe. Aujourd'hui, il faut que ce soit contraignant. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est quel genre d'emploi nous voulons. Nous considérons que il y a une chose qui est quand même législative en Europe sur le volet social, c'est la question notamment des conditions de santé et de sécurité au travail. Ça, c'est contraignant. Donc il faut aujourd'hui mettre en œuvre du travail décent. Et quand on parle de décence dans le travail, il va falloir revenir à des questions de qu'est-ce qu'on fait pour que demain on ne perde plus sa vie à la gagner. Ça veut dire qu'il faut revoir toutes les modes, notamment d'organisation du travail, qui ne sont pas du tout les mêmes d'hier et ceux qu'on nous impose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une course à quoi ? On est dans une course à la croissance. Mais la croissance de quoi ? Produire pour produire, consommer pour consommer, mais pour faire quoi ? Alors moi, je suis pour la croissance du bonheur et du bien-être des gens. Mais au fait, ces indicateurs-là, ça n'existe pas. Donc il faut changer de logiciel. On est dans un moment où le monde bouge. Il faut vraiment changer de logiciel et de dire on veut un développement d'un autre système auquel on est aujourd'hui confronté. Donc moi je dirais que par rapport à votre question, je ne peux pas rester malheureusement pendant tout le... Il faudrait vraiment faire 2 ou 3 journées de colloque. Moi, je rêve d'un Grenelle ou d'un Bruxelles de l'emploi. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table, les syndicats, les entrepreneurs, les chercheurs, pour dire comment il faut réorienter. Il faut qu'à un moment, les politiques écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Et à un moment, il faut aussi que la jeunesse, elle s'organise. Pourquoi je dis ça ? Parce que tant qu'elle ne s'organisera pas avec une feuille de route claire, des propositions claires, tous d'accord, c'est la politique qui va s'imposer notamment aux citoyens. Et qu'en Europe, c'est tout le temps le haut qui décide pour le bas. Aujourd'hui, il faut inverser la donne. Il faut que ce soit les citoyens qui orientent l'Europe et donc qui orientent les politiques. Merci. Merci beaucoup.
Alors, Bernard Comtet, vous êtes politologue, attaché scientifique à l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, et vos recherches sont axées sur les effets et transformations donc des politiques de l'emploi et de la formation. Vous dites que la jeunesse mérite sans doute mieux que des parcours d'insertion contraints aux perspectives limitées. Ma question est donc la suivante, comment changer de référentiel pour offrir aux jeunes de vraies opportunités de choix et une vraie sécurité au travail ? Merci également pour l'invitation et je veux dire que c'était un vrai plaisir que d'entendre ma voisine s'exprimer. C'est vrai que c'est pas toujours le discours mainstream du Parlement européen qu'on vient d'entendre et donc une voix un peu discordante, ça rafraîchit les idées, ça rince les oreilles et ça secoue nos neurones. Alors en effet, bon, mon propos n'est pas de dire ce qu'il faut faire. Le chercheur analyse, il essaye de comprendre, il essaye de décrire avant de profiter de sa position pour prescrire. Mais ce qu'on peut en tout cas mettre sur la table, c'est quelques évidences, quelques constats, je pense, qui sont relativement alarmants. Bon, d'abord, si vous organisez un débat sur le thème de l'emploi des jeunes, finalement, c'est qu'en effet, il y a une véritable inquiétude des jeunes. Je ne pourrais pas l'expression la jeunesse pour pas trop globaliser, mais en effet, il y a, les jeunes ou certains jeunes en tout cas expriment une inquiétude très légitime par rapport à leur avenir et en particulier à l'égard de l'emploi, en raison notamment de la crise récente. Mais il est bien certain que le problème de l'emploi, de l'accès difficile à l'emploi des jeunes ne date pas de cette dernière crise de 2008-2009, mais est bien antérieure et est à mon avis le révélateur d'une triple transformation qui a lieu depuis quelques décennies, une transformation à la fois de l'économie, une transformation de la société et une transformation des politiques publiques. Et donc il y a eu en effet, à partir des années 80, un changement de logiciel, comme vous dites, un changement de référentiel, un changement de façon d'envisager le rôle des politiques de l'emploi, la place des individus dans la société, la place du travail dans la société, qui a créé par effet de cascade un certain nombre de victimes et ces victimes sont les individus qui sont les plus fragilisés par rapport à ce qu'on appelle très maladroitement le marché du travail. Et en particulier, les jeunes se retrouvent dans cette situation de difficulté parce qu'ils ont tout à prouver et parce que dans un marché, en tout cas dans une rencontre entre offre et demande de travail où il y a bien davantage de demandeurs que d'offreurs, eh bien, le déséquilibre fait que l'employeur peut choisir. Et lorsqu'il a lorsqu'il a une file d'attente devant sa porte, eh bien, il peut faire à la fois de l'écrémage, c'est-à-dire pour caricaturer vraiment, mais pour me faire comprendre, prendre un universitaire quadrilingue pour faire des photocopies s'il le souhaite, et en même temps faire pression à la baisse sur les conditions de travail, c'est-à-dire plutôt qu'offrir un CDI valorisé avec le salaire adéquat, sauter sur les dispositifs de stage, les dispositions légales qui permettent parfois d'engager des jeunes en dessous du salaire minimum, etc. Alors quelles sont, je dirais, ces différentes évolutions? Je vais très rapidement essayer de vous faire un tableau en 2 colonnes. Alors, c'est évidemment une simplification, c'est évidemment une accentuation des différences, mais c'est, je pense, pour bien vous faire comprendre le basculement. Et aussi, j'ai eu l'occasion de fréquenter des étudiants toutes les semaines, et aussi pour dire aux jeunes, puisque vous êtes tous apparemment un peu plus que moi, que le contexte dans lequel on vit actuellement, le discours qu'on nous tient sur il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça s'impose, etc. L'économie est comme ça, mais en tout cas ne reflète pas une vérité éternelle et qu'il y a eu, et je ne parle pas du Moyen-Âge, du temps des dinosaures, mais simplement d'un écart d'une génération, il y a eu un contexte qui a été radicalement différent en termes d'emploi, en termes de conditions de travail, en termes de progrès social, etc. 70 pour ceux qui ne parlent pas le français international, on vivait dans une économie de plein emploi. Alors, une économie de plein emploi, ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'emploi, mais ça veut dire que toutes les personnes qui souhaitent travailler, en gros, ont la possibilité d'accéder à l'emploi ou le font
après un passage au chômage de courte durée. Okay, je sais bien que quand on dit plein emploi, à l'époque, ça ne concernait pas la moitié de l'humanité, ou en tout cas la moitié des personnes qui sont aujourd'hui actives, c'est-à-dire les femmes, mais c'était une période où le chômage était un épisode exceptionnel dans des carrières. C'était une société de croissance économique, et c'était une société où les politiques économiques et les politiques sociales étaient au service d'un modèle de croissance. Avec toutes les critiques qu'on a entendues, je suis bien d'accord, hein, l'objectif ultime c'était la croissance, alors on construisait beaucoup de béton, etc. Mais ça avait en tout cas une vertu à l'égard de l'emploi, c'est que ça créait de l'offre en permanence. Alors, ceci a été possible grâce à un contexte particulier, un désir de stabilité après des années de guerre et des troubles énormes, un mouvement social extrêmement fort, extrêmement puissant, surtout, je dirais, dans les pays fondateurs de l'Union européenne, grâce notamment aux organisations syndicales, au mouvement ouvrier organisé, et des États-nations qui avaient, je dirais, une certaine maîtrise sur les politiques publiques, sur leurs entreprises et sur leur contexte national. Tout ça a permis de construire une société qui était animée par une logique de mieux-être social. L'objectif de la société, je dirais la finalité des politiques, le référentiel politique était l'amélioration du bien-être. Regardez le texte du traité fondateur des communautés européennes, prenez le traité de Rome, on parle d'égalisation des conditions de vie dans le progrès. Voilà, même pour des libéraux qui ont signé le traité, cela était une évidence, hein, que l'objectif commun de la société, c'était l'amélioration et le progrès social. Années 80, j'ai pas besoin, je pense, de vous rappeler quel a été le tournant libéral que nos pays ont connu. Je parle des pays, je dirais, de l'Europe de l'Ouest à l'époque et des États-Unis, etc., qui nous font basculer, en gros, sur le plan économique d'une société de plein emploi à une société de plein chômage. Plein chômage, ça ne veut pas dire que tout le monde est au chômage, mais ça veut dire que le chômage pèse sur tous les individus de la société, sur ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas de travail évidemment, mais également sur ceux qui sont à l'emploi, du fait de la concurrence, de la menace que représentent les chômeurs, pas du fait qu'ils soient chômeurs, mais du fait qu'il y ait un déséquilibre quantitatif entre l'offre et demande d'emploi. Donc d'une part ceci, et d'autre part des politiques qui deviennent des politiques de l'offre, c'est-à-dire des politiques où on va considérer que le rôle de l'État n'est plus d'alimenter la consommation, n'est plus d'alimenter la commande publique, mais est de favoriser le développement des entreprises en levant, je dirais, toutes leurs entraves en termes de coût du travail, en termes de flexibilité, en termes de réglementation. On passe, si vous voulez, de l'État roi à l'entreprise reine, hein, où l'État se met au service du marché. Au niveau européen, on prend conscience avec la crise qu'il faut offrir une réponse au problème du chômage de masse. Dans un premier temps, la réponse va être celle de l'approfondissement du marché. Et on va considérer que s'il y a chômage, il faut aider les entreprises à agir sur un marché de plus en plus large, de plus en plus ouvert, de plus en plus dérégulé. Donc la réponse a été le marché, toujours plus de marché, plus de dérégulation. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte au niveau européen d'un certain décalage entre les opinions publiques et cet objectif politique. Jacques Delors disait, paraît-il, je ne suis jamais parvenu à retrouver la citation exacte, qu'on ne tombe pas amoureux d'un marché unique, mais on peut être d'accord avec lui, même s'il ne l'a pas dit. Et dans le même temps, lorsque le traité de Maastricht est soumis à référendum dans certains pays, je pense au Danemark, je pense à la France, d'un côté il est rejeté et de l'autre côté il passe, mais malgré tout l'investissement symbolique du président de l'époque, etc., il passe à 51% de mémoire, voilà. Donc il y a une méfiance des opinions publiques européennes, des travailleurs, par rapport à un discours qui est celui de l'amélioration future de l'économie grâce au marché approfondi. On dit aux travailleurs, il faut plus de marché, ça va créer plus d'opportunités d'emploi, etc. Le chômage augmente. Toute la décennie 90 est une décennie d'augmentation du chômage. Le chômage va passer la barre symbolique des 10% en 1997. C'est à ce moment-là que se crée une stratégie européenne pour l'emploi, et je vous passe les multiples étapes des livres blancs, etc., où, je dirais, la vision va être celle d'une politique sociale qui va être
un appui à la mise en concurrence des individus. On va considérer que la stratégie pour l'emploi, ce n'est pas de créer des emplois, c'est d'aider les individus à jouer la concurrence sur le marché du travail. En gros, vous connaissez tous le jeu de chaises musicales, hein, okay, on met des chaises et quand la musique s'arrête, il faut s'asseoir dessus, on enlève chaque fois une chaise. Eh bien, en gros, la réponse à la crise et à ce déséquilibre entre le nombre de personnes qui courent et le nombre de chaises ne va pas être de rajouter des chaises, c'est-à-dire de rajouter des emplois, mais aider les gens à courir plus vite pour donner plus de chances aux individus à décrocher un emploi. Ça, c'est appelé l'employabilité, le mot à la mode pendant tout le début de la décennie 2000. Favoriser les gens, donc pousser, donner plus d'avantages à la compétition, donc mettre les individus en concurrence. C'est là qu'il me semble qu'il y a un problème énorme et on n'en est toujours pas sorti parce que la garantie jeunesse telle qu'elle est mise en œuvre dans la plupart des États membres est exactement dans la même logique. C'est là qu'il y a un problème, il me semble, énorme, c'est le décalage entre ces politiques sociales qui sont des politiques d'aide aux individus et le manque cruel d'emploi. Tant qu'on n'aura pas une augmentation quantitative du nombre d'emplois en Europe et dans nos pays, on peut donner des formations, des stages, des orientations, des bilans de compétences, des accompagnements les plus individualisés possibles, on sera toujours dans une logique de culpabilisation des individus, de stigmatisation des individus, parce que finalement celui qui n'accédera pas à l'emploi, ce sera toujours parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la connaissance d'une langue, il lui manque un diplôme, il lui manque des aptitudes, il lui manque des savoir-vivre, etc. Et on en arrive, alors dans les politiques concrètes, c'est toujours intéressant de partir des discours européens et d'aller voir jusque dans une petite commune bruxelloise comment se passent les politiques sociales. Aujourd'hui, on organise dans des communes des salons de l'emploi, je pense à une commune que je connais bien, hein, et qu'est-ce qu'on fait pour les gens? Alors il y a des stages pour apprendre à faire des CV, etc. Et il y a des ateliers de relooking, parce qu'on dit aux chômeurs, si vous n'arrivez pas, vous n'accédez pas à l'emploi, il faut, voilà. Et donc on va financer Yves Rocher pour faire des ateliers de relooking de chômeurs. Je vous assure que c'est pas une blague, hein, c'est comme ça qu'on pense, voilà. Alors vous pouvez recoiffer, relooker tous les chômeurs, tant qu'il manquera des emplois, je pense qu'il y a un problème énorme. Alors, bon, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire il manque nos emplois. Comment faut-il créer les emplois? Je pense qu'avant de dire comment créer les emplois, il faut se poser la question de savoir qui crée les emplois. Tous les soirs au journal télévisé, surtout en ces périodes de grève, vous entendez les employeurs qui disent « ce sont les employeurs, ce sont les entreprises qui créent les emplois ». Rarement on entend derrière la personne interviewée. Or, il y a pour partie un certain nombre d'éléments qui sont risibles dans ce genre de discours. Non, les entreprises ne créent pas de l'emploi. Réduisez le coût du travail de moitié, de 60%, de 80%, ce n'est pas pour ça que les entreprises vont créer les emplois. Le but de l'entreprise n'est pas de créer de l'emploi, le but d'une entreprise, c'est de répondre à un carnet de commandes. Okay. Quand il y a de la commande, quand il y a des clients qui s'adressent à l'entreprise y répond. Si elle a besoin pour se faire de main-d'œuvre, elle va engager de la main-d'œuvre pour répondre à la commande. Okay. Caterpillar à Gosselies fabrique des grues. Si elle a un carnet de commandes, si on lui commande 200 grues, elle engagera des travailleurs pour fabriquer des grues. Le jour où il n'y a pas de carnet de commandes, elle met les travailleurs au mieux au chômage économique, au pire, elle ferme l'entreprise. Okay. C'est valable pour toutes les entreprises. Dans la guerre économique, les employeurs créent de l'emploi s'ils en ont besoin, et le but du jeu, ça va être, vu les coûts et tous les tracas que coûte l'emploi, le but du jeu, c'est toujours d'augmenter la productivité, c'est-à-dire de produire avec le moins de main-d'œuvre possible. Okay. Vous entendez peut-être au JT que Mittal fait vivre 5000 personnes à Liège. Mittal n'a pas créé un seul emploi à Liège. Il est venu racheter un outil et il a essayé de licencier. Donc qui crée de l'emploi? Je ne suis pas sûr que ce soit les employeurs. Je suis un peu iconoclaste et je le reconnais, mais j'assume pleinement le propos. Donc c'est pas Mittal qui fait vivre 5000 personnes à Liège ou ailleurs du côté de Strasbourg, mais ce sont 5000 personnes qui font vivre Mittal. La perspective est différente. Alors qui crée l'emploi? Eh bien, on crée l'emploi par décret. On crée l'emploi par un certain nombre d'initiatives et par un certain nombre
d'investissement public. Lorsque on veut construire un hôpital, lorsqu'on veut revaloriser l'école, lorsqu'on dit dorénavant il ne faut plus avoir 25 élèves par classe, mais 10 élèves par classe, on crée des postes de profs. Lorsqu'on dit on construit un hôpital, on crée indirectement des emplois dans la construction. La commande publique est un levier énorme de création d'emplois et le cadre politique, le cadre budgétaire européen aujourd'hui ne permet plus de penser ce rôle de création d'emplois par l'initiative publique, par le secteur associatif. Tout est centré sur une logique d'aide à l'entreprise dont le but premier n'est pas de création d'emplois, même si de temps en temps les entreprises heureusement créent de l'emploi. Alors si l'emploi est peu nombreux, je pense qu'il faut d'une part essayer de utiliser tous les leviers de la transition écologique, de la transition éducative, de la transition numérique pour créer des emplois. Et puisque les entreprises ne créent plus suffisamment d'emplois, eh bien, en effet, partageons l'emploi existant, réduisons le temps de travail, pas en renvoyant les femmes à mi-temps dans leur cuisine alors que les hommes travaillent à temps plein, mais par une réduction généralisée, linéaire du temps de travail avec une obligation d'embauche. Voilà, j'aurais pu terminer, mais je crois que le chrono va me rappeler juste par l'initiative européenne actuelle, qu'on appelle parfois le plan Juncker, là, grand plan d'investissement, mais je pense qu'on en parlera peut-être dans les questions, et on a quelqu'un qui s'y connaît sans doute encore mieux que sur la question. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc là, on va aborder la deuxième grande question de ce soir, c'est les nouveaux moyens d'action et d'organisation des jeunes, et que concrètement, comment on peut s'organiser. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Degré. Vous représentez l'organe officiel David, porte-parole des jeunes francophones de Belgique. Votre rôle est de faire participer les jeunes au processus démocratique. Quelles sont vos pistes de recommandations et recommandations concrètes que vous faites aux institutions publiques face à la précarisation de l'emploi et que vous portez plus généralement au niveau décisionnel? Et pour illustrer donc cette question, vous souhaitez faire partie d'étapes des discussions autour justement de ce qui va être fait des fonds européens de la garantie jeunesse. Quelles sont vos principales recommandations pour que cet outil soit efficace, pour améliorer la situation des jeunes en Belgique? Donc c'est une double question, c'est qu'est-ce que vous faites, quel est votre travail et recommandations, et sur un point précis, quel sera votre travail? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Je présente effectivement le Conseil de la jeunesse, qui est l'organe représentatif de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc pour la région bruxelloise et la région wallonne. Donc je crois que, en tout cas, dans ce que je vais dire maintenant, ça va être surtout une perspective évidemment qui est très centrée Belgique francophone. Et je voudrais juste d'abord rappeler quand même deux chiffres qui me paraissent assez essentiels. Le chômage des jeunes en Wallonie, c'est 25%. À Bruxelles, capitale de l'Europe, c'est 33%. Ce qui signifie que donc dans cette ville, dans cette région-ville, il y a un jeune sur 3 qui est au chômage, c'est une moyenne régionale, puisqu'évidemment ça varie d'une commune à l'autre. Donc j'ai entendu M. Gonter qui parlait du salon de l'emploi où il y avait un relooking. Ça, pour parler de la commune, c'est Woluwe-Saint-Pierre, sauf erreur. C'est une commune assez huppée de Bruxelles. Là, évidemment, le taux de chômage est inférieur à la moyenne régionale. Mais par contre, dans ma commune, par exemple, à Scarbeck, surtout autour de la place, etc., évidemment, le chômage des jeunes est extrêmement élevé. C'est plus de la moitié, à certains endroits, des jeunes qui sont au chômage. Donc il y a véritablement un enjeu majeur. Il s'agit là d'une génération sacrifiée. Par rapport à ça, je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a une certaine prise de conscience de cette problématique dans les partis politiques en Belgique francophone, mais finalement la seule proposition qu'ils font en permanence, c'est de considérer que le chômage des jeunes comme le chômage de masse, en fait, s'explique par une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est parce que, grosso modo, les jeunes ne seraient pas suffisamment bien formés qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Je pense, et au Conseil de la jeunesse, en tout cas, on critique ça, d'abord parce que cela fait reposer la question du chômage sur une responsabilité individuelle, alors que ce n'est pas le cas. Je crois que ça a déjà été abordé, mais ce n'est pas une question d'individu, c'est un problème social, c'est une problématique sociale, donc il faut pouvoir trouver des solutions politiques à ce problème-là et ne pas faire reposer la question du chômage, notamment du chômage des jeunes, sur les jeunes. Et puis je pense aussi que c'est assez étrange, puisque justement on est une génération particulièrement bien formée, donc on a un taux, en tout cas en Belgique francophone,
un nombre universitaire qui a augmenté sur les 20 dernières années. Donc il y a énormément d'offres de formation qui sont également proposées par le Forum et Actiris. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font en matière de formation et qu'on est une génération particulièrement formée. Donc je ne crois pas que ce soit juste un problème d'inéquation entre l'offre et la demande. Même si c'est exact qu'il faut continuer et encore plus investir dans l'enseignement parce qu'il y a énormément de choses à améliorer et qu'il faut évidemment beaucoup plus investir également dans les formations. Non. La vraie question, et on l'a déjà abordé, et c'est en tout cas ce qu'on pense au Conseil de la jeunesse, c'est que d'une part, il n'y a pas assez d'emplois. Alors comment est-ce qu'on répond à ce manque d'emplois? D'une part, c'est dans la création d'emplois publics, et notamment dans le secteur non marchand, où là, il y a un énorme gisement d'emplois. Et puis également, au Conseil de la jeunesse, c'est prévu dans notre plan d'action, puisque on est élu sur un mandat de 3 ans, pendant lequel on doit arrêter en fait un plan d'action sur l'ensemble des questions sur lesquelles on doit travailler et réfléchir pour rendre un avis après ça au ministre. Et dans le cadre de ce plan d'action, on a comme priorité l'emploi des jeunes et par rapport à ça, on voudrait réfléchir à la question de la réduction collective du temps de travail. On est favorable à la réduction collective du temps de travail comme réponse créatrice d'emplois de manière massive. Et autre point aussi, parce que je m'en voudrais surtout à Bruxelles de ne pas l'aborder, quand on parle de chômage des jeunes, il y a ce problème de formation, il y a ce problème d'absence d'emploi, donc il faudrait créer de l'emploi, mais il y a également, et je crois que ça par contre ça n'a pas été abordé par les deux précédents intervenants, une question de discrimination à l'embauche qui est extrêmement élevée, surtout à Bruxelles, puisqu'à Bruxelles nous sommes dans une ville très multiculturelle, avec une population issue de l'immigration très importante et qui souffre en fait réellement de discrimination. Je connais des gens qui par exemple ont fait l'université, je me rappelle avoir rencontré cette jeune fille qui était voilée et qui a fait langue germanique, donc allemand, néerlandais, et qui ne trouvait pas d'emploi. Or Dieu sait que normalement, ne fût-ce que pour professeur de langue, là il y a énormément d'offres qui existent. Donc il y a véritablement une discrimination à l'embauche qui existe et par rapport à ça, il y a sans doute aussi beaucoup d'interrogations qu'on veut faire. Je sais que c'est peut-être plus spécifique à Bruxelles et un peu moins en Wallonie, un peu moins dans d'autres endroits de l'Europe sans doute, mais en tout cas, je voulais le préciser. Donc vous m'interrogez également sur la garantie jeune. Oui. C'est que c'est un outil qui va être mis en place. On sait qu'il n'est pas des plus appropriés au problème, mais disons que pour les fonds qui vont être alloués, est-ce que vous avez déjà des recommandations par rapport à ça? Comment utiliser cet argent au moins au mieux? Donc, dans le début de nos travaux, en tout cas, on n'est évidemment pas contraire à la garantie jeune. On voudrait juste, d'une part, et c'est la première revendication que nous avons, qu'il y ait une réelle concertation dans l'implémentation de cette mesure en Belgique francophone avec les acteurs et organisations de jeunesse. À l'heure actuelle, il y a des mesures qui sont prises, qui sont en fait, pour faire très bref, un redit de mesures qui existent déjà. Donc, il ne s'agit pas vraiment de nouvelles politiques au demeurant. Et ce qu'on revendique, nous, c'est d'une part, d'abord, une réelle concertation avec l'ensemble du secteur de jeunesse, et puis également qu'on mène véritablement de nouvelles politiques qui ont pour objectif de créer de l'emploi et pas qu'on refasse évidemment les mêmes politiques, qu'on arrête de proposer des stages qui sont finalement de qualité assez médiocre. À l'heure actuelle, par exemple, une partie des ça existe, on a rencontré ces cas pratiques, en tout cas au Conseil de la jeunesse, il y a des jeunes, par exemple, qui sont des stages à H&M ou au Quick. Donc, est-ce que véritablement un stage qui est évidemment peu stable, absolument pas rémunéré correctement, bon bref, est-ce que véritablement on peut considérer que ce genre de politique, ce genre d'aide à l'emploi va permettre après ça aux jeunes de se lancer dans sa carrière professionnelle? En tout cas, évidemment, on ne le pense pas. Donc d'une part, il faut une meilleure concertation avec les organisations représentant le secteur jeunesse, que ce soit les jeunesses syndicales, que ce soit les associations de jeunes, et évidemment le Conseil de la jeunesse, et d'autre part, évidemment, ne pas répéter les mêmes politiques. Et c'est pour ça, et c'est ça aussi que je voulais quand même préciser, que, puisque la question c'était notamment comment est-ce que vous organisez, j'ai entendu la députée européenne, c'est ça, qui abordait le fait que la jeunesse devrait s'organiser, etc. Moi je pense que la jeunesse est déjà organisée, en grande partie organisée, qu'il y a beaucoup d'associations qui existent, mais évidemment, il y a encore un énorme travail à faire, et c'est pour ça que, sous l'égide du Conseil de la jeunesse, on a lancé le CAP, qui est le comité d'action pour l'emploi, qui regroupe en fait l'ensemble, mais une énorme partie des organisations de jeunesse, donc on parle là des jeunesses syndicales, d'associations jeunes comme Afor Jeunes, je ne sais pas si certains le connaissent ici, mais évidemment de jeunesse politique, avec le CAP, donc le comité d'action pour l'emploi. On a arrêté un manifeste, notamment concernant la garantie jeune,
jeunes, où on revendique une meilleure concertation, où on explique également qu'il faut réorienter une série de politiques, qu'il faut par exemple plus taxer le capital, enfin faire le shift comme on parle, donc plus taxer le capital et moins le travail pour pouvoir financer ces politiques, parce qu'évidemment on parle de nouvelles politiques qu'on aimerait bien lancer, mais il faut toujours évidemment réfléchir à comment est-ce qu'on peut les financer. Où on considère qu'une solution serait la réduction collective du temps de travail, où on considère que c'est logique que tout jeune doit pouvoir avoir accès à un emploi de qualité, c'est-à-dire un emploi stable, un emploi bien rémunéré. Et c'est important parce que le chômage des jeunes, et même le chômage pour les gens qui ne sont pas jeunes d'ailleurs demeurant, ça ne concerne pas que ceux qui sont sans emploi en fait, hein. Ça concerne aussi ceux qui sont avec emploi. Puisque lorsque vous avez un chômage massif comme c'est le cas à l'heure actuelle, ça permet en fait de faire pression sur les conditions sociales des travailleurs. Donc à partir du moment où vous avez un chômage aussi élevé, c'est comme ça qu'après ça, les droits sociaux de ceux qui ont la chance d'avoir un emploi vont se voir plus facilement attaqués et plus facilement diminués. La réalité des constitutions de stage, donc non ou peu payés, ou des contrats précaires, ou même des emplois aujourd'hui alimentaires qui sont transformés en stage. Il y a eu 2 résolutions du Parlement européen, une recommandation du Conseil en mars 2014 qui porte sur la création d'un cadre européen pour la qualité des stages, ainsi que la réduction des obstacles aux stages transfrontaliers. Cependant, aucune avancée concernant la rémunération ou l'accès aux droits sociaux. Donc face à un manque de concrétisation de ces recommandations, vous avez créé avec deux de vos deux amis en 2013 Intergropro, dont le principal objectif est de promouvoir des stages de qualité, défendre le droit des jeunes à la recherche d'un emploi, et vous lancez aussi donc le label européen pour les stages de qualité. Donc face à des conditions de stage dont tout le monde s'insurge, vous avez organisé le European Interns Day. Quelle est pour vous la prochaine étape au niveau de la structuration de la mobilisation collective des jeunes européens, et où en est-on par rapport à ce label européen des stages? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité de venir parler aujourd'hui. J'ai une question. Je travaille en anglais tous les jours, donc moi, parler en anglais ou en français, ça m'est égal. Qu'est-ce que vous préférez? On dit en anglais ou on dit en français? En anglais? Okay. En anglais. Okay, cool. Yeah, so I'm going to have a kind of a quite different approach to what I've been hearing until now, because I've been an intern at the European Parliament for the reason that I wanted to see what can politics do to change things, and I was very disappointed. That's why my project is a social enterprise. It's a private initiative. It's social entrepreneurship. It's social economy. It's basically us doing things, us initiating change, and hoping later that the change is big enough that politics implement it. Because when I was hearing a lot, what I heard before was about, let's have some courage politique, right? But I mean, don't tell that to us. What are the politicians doing? Nothing whatsoever in terms of concrete actions, in terms of the internships field. It's ridiculous. So Karima Deli was talking about the charter that was done in 2010. Of course, that had zero impact. We talk a lot about it, but if you look at it, 2 employers signed it, and out of the 2, none implemented it. Now, the recommendation that came out is a recommendation. So we recommend you to really take care of interns and whatever, but nobody does that, right? So there is no pressure mechanism whatsoever, there is no transparency, and there is no concrete actions. Now on the youth guarantee, again, that's a very fun one, because there is no mention of quality, right? So it's, again, the idea is that every young person who doesn't have a job should have an internship, for example, or traineeships, but there is no mention of quality. So again, nothing on remuneration, nothing on the skills you're going to learn, nothing at all. So in my view, there's a huge difference between political declarations and concrete actions. So with Intergropro, what we thought, first what we did is we demonstrated, right? We organized first the sandwich protest with a lot of interns from the European Parliament, but also the UN, because the UN doesn't pay its interns, United Nations. The International Labour Organization didn't pay its interns 2 years ago. Now they start. So we did that big protest, and then we thought, okay, that is not enough, right? Because we all protested and we went for a beer, and then what?
You know, so we thought, okay, let's try to initiate some change with some market incentives. And the idea was to create a label, basically that would be constraining, because the label you have, it's a contract, it's a license, you have to respect a lot of commitments as in terms of employers, and you have to respect a minimum remuneration, and at the same time, so that's to give visibility to good employers, and at the same time we will create a rating system online, public, like TripAdvisor, where interns can rate their employer. So that's to create transparency and pressure. On one side you have pressure and transparency, that's a stick. On the other you have a carrot, which is visibility for good employers, right? So that was the idea. And we did a European tour to build that label because we had no clue. I mean, you know, you had the idea of the label, but how do you actually create a label? So we did a European tour, 20 NGO partners, went in 6 countries. We worked with more than 200 interns and employers together to create that label, and we had massive issues to launch it. Why? Because of politics again. Because what is the minimum remuneration that you should agree upon for an intern? Especially it's European label, right? So we try to harmonize everything at the European level. So what is the minimum payment which is fair for an intern? And this is where I think there is a huge limit of politics, because it is not the role of politicians to determine that level. It's the role of the market. At the end of the day, we are in a capitalist society. If you want to change the society, that's a different debate. But right now, the thing is, we are dealing with employers that pay or not their interns. So what we came up with, so first we ask the Commission, we ask then the Parliament, we ask every politician we could, and the answer was, I don't know, ask them to pay the poverty line. Okay, but the poverty line is 60% of the median income. So it's an economic convention, which is a bullshit indicator. And just to tell you now, the seuil de pauvreté, poverty line, means nothing, because it's just a percentage of the median income, which means in Belgium, that is 1,100 euro. And in Portugal, that is less than 500 euro. So in Portugal, the poverty line is not enough to subsist. In Brussels or in Belgium, it's above the level of subsistence. For an intern at least. So, I mean, the market in Belgium, if we think about Belgium, is 700, I mean, you get paid, if you're a graduate intern, you get paid 750, contrat d'immersion professionnelle. And we would have to ask employers to pay 1,100. I don't know who's going to get our label, but I don't think too many people, right? So, so basically we decided to create an intern subsistence index. So to tell basically the principle, to tell employers to pay the subsistence to the interns. That means accommodation, travel, food, and a margin for health or whatever. And basically we are building this as a community of interns, thanks to these 20 NGOs, and we're getting more and more interns to basically submit their data, how much it costs them in Portugal, in Lisbon, how much it costs them in Thessaloniki, in Greece, how much it costs them in Berlin to subsist. That's the way we do it. And then we came back to politicians, and we basically proposed that, and they said, yeah, that's amazing, yeah, let's do it. So again, we had to initiate everything. We lost 4 months in the negotiation process. So I would just say that when we talk about organizing ourselves, I would first really organize ourselves, even without the politicians first, and then when something works, call them to basically implement it. Because when I was at the Parliament, what I saw is that basically they had no time to initiate new ideas, they didn't have new ideas, and they didn't have the political capital within their party to push it anymore. So just to say that, in my view, we have to create our own solutions and push it. And now, thanks to the digital tools we have online, there is a way to do that, because there is a way to communicate about new solutions, new social innovations. Now, about the label, it's basically done now because we found that solution on remuneration, but it took much longer. So we are launching it next Monday. We're supposed to have already launched it, but it's going to be next Monday. Now, a lot of questions we get is, do employers care about that? Yes, they do. We have already 30 requests of big employers, including Microsoft and Nestle. Well, let's see what this goes. But these guys are very interested. Why? Because actually they understand the principle of a quality internship. And this is where I would disagree with my previous colleagues here about the issue of formation. Is employability important or not? In my view, the debate of youth and employment is based on 2 things, 2 big questions. The economic, the macroeconomic question that we have been discussing a bit, and the other is on the skills mismatch. I think
the skills mismatch is a real issue. Having talked to a lot of employers, I can tell you that there is a huge difference between academic knowledge and employable, marketable skills. And in Belgium, a lot of the education system is not based on actually getting experience. Internships are not required. It's not compulsory. So then when you get out of your education, a lot of young people must do they have to do some internships. But guess what? If the internship they do is a crappy one, because the numbers are, I mean, if we exist, it's because you have 4.5 million interns in Europe each year, 60% are unpaid, so social inequality. A third of them have no learning content, so coffee making skills increasing, but that's all, right? And 40% have no contract. So you have no clarity of task, you don't know what you're going to learn. So when you pick an internship, you have no clue about its quality, right? And if you do a bad one, you have to do another one after that, and another one after that, because you have nothing on your CV. And employers will tell you it's good to have, because when I hear the number of people with a diploma increased, but that is not sufficient. You need to have marketable skills nowadays. And I would really say that that is not the responsibility of the individual. It's a question. Who is responsible in society to train young people in terms of marketable skills? Is it the university? But professors tell us, no, we are, we are the holders of academic knowledge. We teach you knowledge, but we never worked ourselves in the market, so we don't really know about the skills, Anyway, it's going to be, it's very important, of course, but it's not marketable skills. It's not our role. Then employers say, now that we have internships, we don't want to actually train young people because it costs money. So we just wait until they get trained elsewhere. So, because in the past, what you used to do, you get out of school and you get a job and we train you in-house. Now that you have internships, employers try to basically avoid the training costs. So the question is, who is responsible for training? And we say it's employers and universities together. And this is why we create that label and we try to get partnership with as many universities as possible. And we say one of the key criteria, and I'll finish there, is a quality internship where you learn skills. And if you learn skills, that means you're working. And if you're working, it means you're creating value. If you're creating value, you should get paid. That is what we are saying to employers. Thank you. So now I will ask a representative of Think Youth. The development of a group consciousness, because today we assist of a more competition feeling, as Bernard said, a competition feeling between youth rather than a real solidarity. So particularly regarding the place on the labor market, and to feel the need to have a strong structural representation of their interests is necessary. So you are the European think tank for young in Europe, and you will speak to us about the youth voice in the institutional decision-making process. So my question is, how can the European youth get involved in the part of the policy-making process? How can they can be with this common interest building a new referential or a new structural labor market? Okay, thank you. Sorry, I'm typically English, so I can only speak one language, so it'll be English. When I was presented with talking about this subject of how the youth can reclaim policy areas that affect them, I sat down and looked at different debates, and most debates advocated getting involved in politics through things like quotas for MEPs, so at least 25% of MEP candidates had to be under 35, for example, or for politics to be made more simple. And the ones that pointed these things out said, oh, the youth feel alienated from politics, or politics isn't accessible to young people. And then I thought, well, what about me? I'm 20 years old. I've been a member of a political party since I was 16. Does that make me an old man in a young person's body? And then I thought about the debates I've had with my friends as well, and you won't be surprised, most have boiled down to, oh, politics is rubbish, what does it do for me? Young people, the politicians know they can change youth policy and not be affected. You may have a few protests on the street, but they'll still get in 5 years' time, for example. You can simply look at that at the
in the UK with the tuition fees. So thousands of people on the street, how many of them would have voted in the European elections? Probably not even a quarter. You can say that's because the British people just hate Europe, or there's actual general sort of disillusionment from the youth and politics. And an example of a group realising its potential and using it to make real political change is women across time. And the suffragette movement in the 19th century fought for the vote, and they won the vote. And as soon as they did, you saw women's rights go through the roof. Women now are respected, equal members of society, and rightly so. And the same applies with workers' rights in the 19th century. They went out and they fought and got the vote. And as soon as they did, their rights went through the roof, trade unions, everything. And these groups saw that their rights and their consideration was taken by policymakers once they got the vote. And because they got the vote, and they knew that was the golden rule in democracy, to vote makes change. And the only way that youth in the current system, I know you can talk about changing the system if you don't agree with it, but in the current system we have today, the youth needs to realise that its voice will be heard and listened to if it votes. So what I'm trying to say in a long-winded way is that youth have lost or may never have gained the areas that concern them. Because they don't vote. Have youth throughout time ever voted? I don't have the statistics from 1945 or whatever, but I'd love to stand here with an amazing idea that gets the European institutions or national governments to listen to young people and say, we will protect education, or we will give free tuition fees, for example. But the only way you can really affect and make these institutions take note as a group is to vote. And it's easy. Many young people don't vote. I don't know why. You don't even have to leave your house. You can do it by postal vote. I mean, in Estonia, you can do it by text. So the youth doesn't have to be united behind a left or a right-wing cause. It can be united. All it has to do is vote, and it will be listened to as a group. You'll see sort of right-wing politicians, left-wing politicians trying to persuade young people to go either way. But as long as those politicians are talking about youth issues, that's a positive. And the only way to do that is by making young people go out and vote. And of course, politics is a two-way street. Politicians have to do their bit as well. They have to show that politics works. We're in a time where thousands of young people are so disillusioned with politics that they may choose to not vote because they don't feel it changes anything, and that's what the politicians have to tackle themselves. They have to fight youth unemployment, for example. You can see schemes like the Youth Guarantee, and they have to prove that there is a better future. I mean, my generation is one of the first in a long time that feels it's going to be worse off than its parents. I've read a statistic that said I was going to be 55 by the time I owned my own house. So I don't think my mum's very happy with that. And in terms of making structural reforms and being really active within the political process and making reforms in the labour market, I feel there are already things out there to do this. I mean, you can see with your network or Think Young or the European Youth Forum or any other NGO, there are ways to get involved. But the politicians can sort of just go, oh yeah, we'll sign this, it's all nice, we can get a picture with a paper. But then as soon as they're gone, they're not accountable, because young people don't turn around and go, you signed that, why haven't you done it? Because they don't vote. I think it was a famous politician in the UK called Tony Benn. Whenever he met a member of the public, he'd say, do you vote? And if they said no, he'd say, I don't have to listen to you. It's a really cynical view of politics, but that's really what politicians have to do. They have to win votes. And if young people don't vote, politicians are going to say, yeah, we've done this for young people, but they're not going to put 110% in, they'll put 20% in front of the cameras, and that's that. And things like Erasmus Plus and the
Youth Guarantee are all fantastic. I'm on Erasmus at the moment and I'm loving it. Obviously Youth Guarantee needs a bit more implementation, a bit more guidance, for example. But to tackle issues that are coming around, but sorry, I've lost where I am. In terms of making a successful proposal for structural reforms in the labour market, young people have to be involved, and you can see they are really involved, but not in the official channels that can affect things on the whole. There are, I'd say, to attend meetings, speak to MEPs, see collection. Podemos in Spain have inspired me. I've been to meetings where I've spoken to Podemos MEPs and they're my age or they're only a couple of years older. It shows that when young people get involved in politics, they can affect the whole of politics, not just the youth policy, but the whole, as in economics, social, everything. And I'm confident if more young people will get involved in politics through this and make the changes in the labour market policy, for example. And I would advocate even lowering the voting age. I know it's already in Austria, but to 16 years old, because those young people want to get involved, but because they're not allowed to vote, they don't feel politics is for them. And once you get that conversation started, you will show that you will have certain scrutiny on policies for young people, and you will make the structural changes, and they will come with youth influence once young people start voting and make their voices heard in the official channels. So, yeah, that's that, really. Alors comment pouvons-nous, via l'auto-entrepreneuriat, les nouvelles formes de business, l'entrepreneuriat social, porter une alternative concrète et un nouveau souffle au marché de l'emploi? Alors je vais commencer tout de suite une question pour Smart. Donc dans un marché du travail en crise, comment l'économie sociale aide-t-elle les jeunes à mieux s'intégrer sur le marché du travail et comment joue-t-elle finalement un rôle qui devrait peut-être être joué par l'État et qui retombe sur les épaules de la société civile une fois encore? Merci encore pour l'invitation. Alors Smart, c'est une société mutuelle pour artistes qui a été créée à la base il y a plus de 15 ans pour aider les artistes quelque part, mais on est aussi ouvert à des métiers hors artistiques, je vous rassure, qui aident au départ les artistes à sortir de la précarité quelque part, parce que pour la plupart de nos artistes sont souvent confrontés à des petits contrats et les employeurs ont des difficultés à les engager. Allez savoir pourquoi. C'est une grosse charge administrative et fiscale. Donc Smart aide aussi les jeunes qui sortent de l'école quelque part à se lancer en tant qu'entrepreneur et donc à, si vous voulez, se salarier et quelque part se lancer dans le monde du marché du travail. Et donc en passant par Smart, ils facturent leurs clients. Et donc si vous voulez, nous, on espère, en tous les cas on fait notre possible, on encadre ces jeunes-là, ces personnes-là à facturer leurs clients, quelque part, à les conseiller. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a mis en place aussi plusieurs services. On a un service juridique qui permet d'accompagner les artistes. On a aussi un service européen, donc Smart existe aussi en Europe. Donc ça c'est pas négligeable, existe aussi en France et donc existe aux Pays-Bas, existe en Italie, existe en Allemagne et donc on a essayé quelque part aussi de mettre en place pour ces jeunes-là aussi qui sortent aussi et pour les artistes qui sortent de l'école de pouvoir quelque part facturer et se lancer dans le monde du travail sans pour autant avoir un statut d'indépendant ou sans pour autant attendre que l'employeur en question les engage et leur fasse un contrat de travail, je dirais, déterminé ou indéterminé. On sait qu'actuellement c'est assez difficile. Je sais pas ce que je peux rajouter, mais on a aussi mis en place une plateforme sociale qui permet aussi aux artistes quelque part de proposer leurs services et aussi aux donneurs d'ordre quelque part les clients qui aimeraient je dirais faire appel à des jeunes entrepreneurs de éventuellement poster aussi des offres d'emploi. Smart aussi aide aussi les jeunes aussi éventuellement quelque part à se former. Donc on a aussi des formations organisées toute l'année. On a des sessions d'information.
On a aussi des bourses. Donc chaque année, Smart offre des bourses pour les jeunes qui veulent, entre les jeunes, les artistes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc si vous voulez, en résumé, Smart a mis des outils en place quelque part pour aider les jeunes et les artistes, les métiers technico-artistiques à quelque part déjà se lancer dans le métier, déjà être sur le marché du travail et donc pouvoir déjà travailler, avoir de l'expérience et pouvoir facturer. Et bien sûr, tout ça en fonction, on a aussi mis en place des commissions paritaires, il y a aussi le respect des minima, il y a aussi la connaissance, il y a une connaissance juridique, il y a une connaissance fiscale. Ils peuvent sans problème s'adresser à Smart pour toutes ces informations-là. J'ai vu maintenant Maria qui vient de la Confédération des jeunes entrepreneurs européens. Je vais poser la question en français. La question pour Yes, alors c'est comment les jeunes via l'entrepreneuriat peuvent-ils placer la jeunesse comme acteur de la transformation économique et sociale européenne? Well, hello everybody. I will not give the option, I will speak also in English, and thank you very much for the invitation. General definition of young entrepreneur is the one that owns a company, that runs a private company and is under 40 years old inside Europe. Well, you have read in a lot of surveys, entrepreneurship is an important driver for growth and development and economic job creation, and especially... Okay. And especially the small and medium-sized enterprises are the one that generate jobs. But yeah, to your question, I really believe that entrepreneurship produces better citizens, make the youth as better citizens, because we are talking about their ideas. They want to make the dream come true, so they have to be creative, they have to be innovative, use technology, and it's their first great responsibility. So entrepreneurship generates youth that are responsible and creative. But it's not only that. You have the opportunity to make your own money. If you don't find a job, you create your own job, so you're financially and economically independent, and you get involved and you hire people, and usually you would like to help people as you, young people. So there is a nice circle there. But whoever is an entrepreneur here in Europe faces a lot of problems, access to finance and access to local market, and find the right people to help them, mentorship, but I believe that the large companies can intervene and help, and there are a lot of bridge makers that can help you and help you to reduce these barriers, actually lift up. And there was a really interesting survey from Accenture and the C20YEA that says if we lift these barriers, we can create 10 million youth jobs across the G20 countries, a big number. The youth unemployment would be really tackled. And I really think that all the entrepreneurs have to share the same vision, and they have to have a common objective to unite Europe. That's it. Thank you. Je vais donc conclure la discussion. Il ressort clairement de tout ce qui a été dit ce soir qu'il est nécessaire d'entamer donc une réforme structurelle du marché de l'emploi et des outils et réformes mises en place pour améliorer la situation économique et sociale européenne. Les jeunes premiers concernés des crises européennes et des mesures d'austérité, donc comme on vient de le dire, s'éloignent des débats comme on a pu le voir aux différentes élections. Les principales recommandations que j'ai relevées ce soir sont notamment la baisse du temps de travail, donc de laisser de la place à l'emploi et à laisser de la place, une harmonisation évidemment des droits sociaux et des droits et du droit du travail à travers l'Europe, parce que la
concurrence sociale crée la compétition individuelle, investir dans ce que Karima Deli a appelé le bon cholestérol, c'est-à-dire les services sociaux, éducation, santé, environnement, ce dont on a absolument besoin, et aussi concentrer ses efforts sur l'éducation, la formation, à d'autres choses que le simple salariat ou de répondre à des demandes d'employeurs, mais aussi d'être formé à l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat dans son sens large. Ces recommandations peuvent faire l'objet d'un agenda commun dont on a beaucoup parlé et donc qui est l'objet de la discussion de ce soir, que l'on peut porter et défendre ensemble à des niveaux décisionnels différents, que ce soit local jusqu'au niveau européen, afin de peser dans le format social, durable et pérenne de notre avenir européen. Donc il faut créer des synergies, organiser des convergences et être en mesure de repenser le système dans son ensemble et de permettre à chacun d'utiliser sa créativité, ses compétences, son potentiel pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Parce que le chômage des jeunes, c'est aussi la perte de confiance en soi et aussi accepter des choses de plus en plus difficiles au niveau du travail et au niveau de la qualité du travail. Donc le potentiel de la jeunesse européenne doit être mis en commun, permettre de dépasser les crises. Les jeunes doivent créer l'avenir européen, être représentés, entendus, pris en compte dans les politiques. Café Babel peut être un tremplin à cette convergence, car situé, comme Julia l'a dit, dans toutes les capitales européennes, nous avons la possibilité de mobiliser, mais on ne peut pas le faire sans les partenaires, sans vous. Et donc c'est intéressant de voir comment apparaît cette discussion. On peut justement travailler ensemble des revendications communes et voir comment on peut faire des actions communes sur cette question dans l'avenir. Et voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette discussion et d'avoir été là ce soir. Merci.